par voie aérienne. Il y a quelques jours que l'OMS a déclaré cette maladie comme une pandémie. À ce jour, au niveau mondial, nous avons plus de 180 000 cas confirmés, signalés par plus de 118 pays, dont plus de 7 000 décès. En Afrique, le nombre de pays ayant notifié le cas confirmé est passé à 18. Il s'agit de l'Égypte, de l'Algérie, de la Tunisie, du Maroc, du Burkina Faso, du Sénégal, de la Guinée, du Nigeria, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Gabon, du Togo, du Cameroun, de l'Éthiopie, du Kenya, du Soudan et de la RDC. En RDC, 4 cas ont été confirmés positifs à Covid-19 par notre laboratoire spécialisé de l'INRB, dirigé par le docteur Muyembe. Ces patients ont tous séjourné dans un pays épidémique. Jusqu'à ce jour, nous n'avons aucun cas de transmission locale. Vu la gravité de la situation et au regard des recommandations de l'OMS sur le règlement sanitaire international, le gouvernement de la République démocratique du Congo a déjà mis en place un certain nombre de mesures de prévention et de prise en charge. Ceci pour protéger nos compatriotes. Je voudrais profiter de cette occasion pour rappeler à nos compatriotes que la maladie existe bel et bien dans notre pays. Je l'ai déjà dit et je le confirme. Malheureusement, à ce jour, certains compatriotes intellectuels, hauts cadres et politiciens désinforment la population sur cette pandémie dangereuse qui atteint maintenant tous les continents. Honorables députés, ne politisons pas cette situation. C'est une maladie qui existe effectivement et en tant que fils de ce pays, nous devons tous, comme un seul homme, travailler pour briser les rumeurs et éviter la propagation de cette maladie en RDC. En tant qu'élite de ce pays, nous avons l'obligation de protéger nos concitoyens. Et moi, en tant que premier responsable de la santé en RDC, je ne ménagerai aucun effort pour protéger nos concitoyens. Je vous remercie. Je laisse la parole au professeur Muyembe, qui est le responsable du secrétariat technique du Comité national de crise et spécialiste en virologie, pour partager des informations scientifiques en rapport avec cette maladie. Je vous remercie. Les informations scientifiques vont être... Merci, Monsieur le Ministre. Honorables députés, chers collègues, honorables sénateurs, notre séance académique d'1 heure va se dérouler de la manière suivante. En premier lieu, la parole sera accordée au professeur Dr Muyembe pour son exposé, axé d'une part sur la maladie à virus Ebola et d'autre part sur la pandémie de coronavirus. En deuxième lieu, nous accorderons la parole à quelques députés et sénateurs qui le souhaitent pour des questions d'éclaircissement sur l'un ou l'autre fléau. Et en troisième lieu, le professeur reprendra la parole pour des réponses appropriées. En quatrième lieu, enfin, nous clôturerons la séance académique. Professeur, nous vous invitons. Voilà, donc le ministre a donné les statistiques disponibles à présent, 118 pays à travers le monde, 18 en Afrique, près de 18 000 cas dans l'ensemble, 7 000 décès. La République démocratique du Congo compte 4 cas confirmés. Alors il faudrait que chacun travaille et contribue à briser la chaîne de transmission, même si en République démocratique du Congo, il n'y a encore
aucun cas de transmission locale connu. Les 4 cas sont des cas importés, ils sont tous venus de l'extérieur. Honorable présidente de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau de l'Assemblée nationale, honorables députés et sénateurs, mesdames et messieurs. C'est un grand honneur et un privilège pour moi de me trouver dans cette salle magnifique où se prennent les grandes décisions sur notre pays. C'est vraiment un privilège et ça tombe à point nommé parce qu'aujourd'hui aussi c'est mon anniversaire. Je l'ai su seulement ce matin et nous tous, nous étions vraiment préoccupés par les problèmes de Covid, que quand j'ai annoncé à mon époux ce matin que c'était mon anniversaire, elle a eu la sueur sur le front, parce que même elle avait oublié. Et quand je suis parti au service, j'ai été surpris de voir qu'une équipe restreinte avait déjà organisé les gâteaux, etc. Mais je ne savais pas éteindre toutes les bougies, parce que d'abord, par peur du Covid, je ne pouvais pas souffler sur les gâteaux. Et alors j'ai dû donc utiliser la main pour créer un vent qui a éteint le nombre de bougies qu'ils avaient placées là-bas, qui ne correspondaient pas du tout à mon âge. Voilà, donc je suis du 3e âge et c'est un plaisir que j'ai vu beaucoup de choses. J'ai combattu la maladie et maintenant nous sommes encore face à face avec 2 épidémies meurtrières qui en fait se ressemblent parce que le virus Ebola tire son origine dans l'environnement. Nous ne connaissons pas encore les réservoirs, mais l'homme s'infecte au contact avec les animaux, notamment les primates non humains qui sont infectés. Et quand il arrive dans l'hôpital, l'hôpital amplifie l'épidémie. Et le virus est un virus enveloppé, donc qui est sensible aux solutions hydroalcooliques. De même, le Covid-19 est une maladie qui est provoquée par un coronavirus, qui est également un virus enveloppé, certainement d'origine animale. On s'infecte également au contact avec cet animal. Donc notre environnement est un environnement qui est riche, n'est-ce pas, en virus. Et en principe, chaque espèce a ses virus spécifiques. Et le grand principe, c'est que chacun reste chez soi. C'est-à-dire que les virus des animaux infectent des animaux et rarement l'homme. Les virus des oiseaux infectent les oiseaux et rarement l'homme. Les virus des insectes infectent les insectes et rarement l'homme. Mais de plus en plus, nous constatons qu'un virus d'oiseau peut sauter l'espèce, la barrière d'espèce et infecte l'homme. C'est ce que nous voyons avec la grippe. C'est ce que nous voyons maintenant avec l'Ebola. C'est ce que nous avons vu avec le virus du sida, qui était un virus en fait des chimpanzés et qui a sauté, bien que nous sommes plus proches des chimpanzés que les autres, a sauté donc la barrière des chimpanzés à l'homme.
et puis s'est adapté à l'homme. Et maintenant, c'est la grande pandémie, n'est-ce pas, du VIH. Alors, pour revenir donc à nos deux virus-là, le plus important pour nous, c'est de les détecter et d'éviter que ces virus s'adaptent de plus en plus à l'homme. Nous avons vu avec Ebola, ça a déjà pris des décennies, donc le virus s'est adapté vraiment à l'homme et peut donc provoquer des épidémies. Le coronavirus Covid s'adapte de plus en plus à l'homme et nous ne savons pas jusqu'où il va, n'est-ce pas, aller. De toute façon, le coronavirus, le Covid-19, est la deuxième pandémie de ce siècle, du XXIe siècle. Parce que la première pandémie a eu lieu en 2009 avec un virus de la grippe qui est issu de la combinaison entre un virus humain et un virus de porc. C'est ça qu'on appelait dans le virus H1N1. Heureusement, cette pandémie n'a pas été trop sévère. Commencé donc au Mexique, il s'est répandu vite aux États-Unis et avait envahi le monde entier. Même chez nous, nous avions détecté ce virus. Mais comme je l'ai dit, il était bénin. Donc, ça, c'était la première pandémie. Maintenant, nous avons la deuxième pandémie qui a envahi tous les continents et nous ne savons pas encore quelle allure il va prendre ici, dans notre pays. Alors, je vous parle donc un peu d'abord de Ebola. Ça fait donc depuis, diapositive suivante, donc voilà. Donc depuis 1976, Visiblement, il y a quelques soucis techniques. Le micro du professeur Mouyembe ne répond pas. Les techniciens sont en train de s'affairer à le réparer. Et je crois que d'un moment à l'autre, tout va revenir à la normale et que les informations dont il dispose et qu'il communique les 9 premières épidémies ont eu lieu dans la partie ouest du pays. La toute première épidémie, c'était à Yambuku, dans l'ancien Équateur. Et ce que vous voyez à gauche là, c'est la rivière Ebola, qui passe non loin de la mission de Yambuku. Et c'est cette rivière qui a donné son nom au virus que vous voyez à droite, sous forme d'un filament allongé. C'est pour cela qu'on l'a appelé filovirus, filament, donc un virus allongé. C'était la première fois qu'on voyait une forme comme ça d'un virus chez l'homme. Donc il a provoqué la première épidémie à Yambuku en 1976 et en 1977, à peu près à 500 km de Yambuku, à la mission de Tandala, on a décrit aussi un cas, mais c'était un cas sporadique qu'on a vu à l'hôpital. Et puis, 20 ans après, c'était la grosse épidémie, une épidémie urbaine survenue à Kikwit pour la première fois. Et depuis lors, le nombre d'épidémies, la fréquence ne fait qu'augmenter. Ne fait qu'augmenter. Donc en 2007-2008, c'était moins cas au Kasaï. Et en 2012, 2014, 2018, 2012, il y avait des épidémies d'abord à Isiro, et puis après c'était Bwende, et puis après c'était Likati, hein, dans la province, l'ancienne province orientale. Hein, et puis pour la première fois, nous avons cette épidémie qui est survenue à l'est
à l'est, une région caractérisée par des conflits armés depuis des décennies. Et là, ce sera un grand problème pour gérer, n'est-ce pas, cette épidémie. Donc, les 9 premières épidémies ont été contenues, mises sous contrôle, simplement en utilisant des mesures de santé publique telles que le lavage des mains, la prise de température, suivi des contacts, isolement des malades. On parvenait donc à maîtriser cette épidémie. Mais en 2018-2020, jusqu'à présent, l'épidémie de l'Est ne pouvait pas être contrôlée par ces mesures de santé publique. Nous avons dû introduire des innovations technologiques pour pouvoir contrôler cette épidémie, comme nous allons le voir tout à l'heure. Suivant. Voilà alors comment se présente un malade atteint de fièvre hémorragique Ebola. Vous voyez, c'est une dame donc, qui souffre d'Ebola à Kikwit. Donc au début, c'est comme une simple grippe, comme du palu, comme fièvre typhoïde. Nous tous avons déjà fait du palu, nous avons fait la fièvre typhoïde. Donc, vous voyez, alors après, il y a des céphalées, des douleurs musculaires, des douleurs articulaires, hein, de la diarrhée, souvent diarrhée sanguinolente, bien sûr, vomissement, hein, et les hoquets, ça c'est déjà un mauvais signe, hein, et puis des difficultés à respirer, et souvent les malades meurent donc dans un état de coma. Alors vous voyez chez cette dame au bras gauche, au pli de coude, c'est un endroit où on a fait une piqûre, on a fait une injection, et elle a continué à saigner pendant 2 ou 3 jours. Et ça, c'était vraiment une caractéristique, n'est-ce pas, de cette maladie. Donc, des saignements inexpliqués. Suivant. Alors, vous voyez, donc, les saignements, les saignements par des vomissements, donc du sang, que nous appelons donc hématémèse. Suivant. Suivant. Alors, il y a des symptômes neuropsychiatriques, comme vous le voyez là. À gauche, c'est un cas qui quitte, il est agité, et à droite, c'est une femme qui, en fait, comme on dit là, elle a le regard d'un sorcier. Les regards d'un sorcier. Tout ça sont donc des conséquences de cette maladie. Suivant. Alors, en fait, ici, je vais vous montrer ceci, c'est que l'Ebola est transmissible, est infectieux. Un patient Ebola est infectieux lorsqu'il présente des signes, lorsqu'il présente des symptômes. Pendant la période d'incubation, qui va de 2 à 21 jours, normalement, pendant la période d'incubation, le malade n'est pas infectieux. Ce que nous allons voir, c'est le contraire avec le Covid. Et donc, lorsque les symptômes apparaissent, le malade devient de plus en plus infectieux et surtout le cadavre est très infectieux. Donc, comme vous voyez donc, au début, c'est la fièvre, maux de tête, etc. Et vers la fin, vous avez donc des signes hémorragiques, surtout les hoquets, somnolence, délire et puis coma. Et donc, les taux de mortalité varient de 25 à 90%. Retenez bien, 25 à 90%. Retenez bien aussi que la période d'incubation varie entre 2 et 21 jours. Suivant. Alors, comment le virus est transmis à l'homme? Jusqu'à présent, nous ne savons pas encore comment le virus est transmis à l'homme, donc de la faune sauvage à l'homme. Nous ne savons pas. Après, c'est la transmission d'homme à homme. Ça, nous savons bien. Alors, ici, donc, souvent, nous pensons qu'il y a un réservoir ou un insecte, dans le cercle qui est au milieu, qui peut infecter un primate non humain. Souvent, c'est les chimpanzés ou le gorille. Et l'homme s'infecte donc en trouvant un gorille mort, surtout dans le pays de l'Afrique centrale. Par exemple, au Gabon, la main du chimpanzé, c'est prisé. C'est prisé, donc on cherche à manger le chimpanzé. Donc, vous entrez en contact avec un chimpanzé mort comme ça, vous attrapez la maladie. Ou bien, nous pensons aussi que les chauves-souris, surtout les chauves-souris, là, vous voyez, qui ressemblent vraiment à un chien,
les Psygnathus monstruosus. Ça, nous avons attrapé à Luebo. Ces chimpanzés-là, nous pensions aussi qu'ils pouvaient être le réservoir du virus. Alors, maintenant, l'homme peut aussi être infecté directement, mais nous ne savons pas encore comment, par cet insecte ou bien ces réservoirs qui infectent l'homme, et puis après, la transmission se fait de personne en personne, en touchant le sang, en touchant la salive, en touchant les urines, n'est-ce pas, des malades, et surtout en manipulant les cadavres. Voilà. Alors, les rôles ici de l'hôpital et les rôles du village. Donc, l'hôpital sert d'amplificateur. C'est-à-dire que quand le premier cas là, qui est infecté à partir des animaux sauvages, vient à l'hôpital, et nos hôpitaux n'ont pas les niveaux d'hygiène nécessaires. Donc, le médecin va s'infecter, l'infirmier va s'infecter, hein, il y a donc une amplification au niveau de l'hôpital. Et puis, le médecin tombe malade, va peut-être infecter sa femme, son enfant, etc. Et puis, le tout se fait donc au village, donc dans les communautés. Et là, dans les communautés, il y a également une deuxième amplification qui est due à la toilette mortuaire, aux cérémonies funéraires. Beaucoup de gens s'infectent lors des cérémonies funéraires. Et donc, il y a une amplification également de ce côté-là. Bon, voilà. Alors, à un moment donné, on se demande, est-ce qu'il ne faut pas interdire la viande de chasse? Bon, il n'y a pas moyen d'interdire cela parce que nous n'avons pas une autre alternative pour nourrir la population parce qu'on a besoin des protéines animales dans notre vie. Suivant. Oui, voilà. Tout ça, ça montre un peu ce qui s'est passé, n'est-ce pas, à Kikwit. Voilà les transports, par exemple, des cadavres dans les bennes. À un moment donné, nous avions même utilisé les bennes pour faire une fosse commune et enterrer, n'est-ce pas, les cadavres. Et ça avait provoqué un choc dans la population. Parce que, vous savez, Ebola, c'est une maladie socio-culturelle. Il y a plus d'aspects socio-culturels que d'aspects médicaux. Alors, et puis, nous avions également changé parce qu'à Kikwit, c'est seulement les personnels de riposte qui allaient enterrer les cadavres, sans associer la famille. Alors, maintenant, nous avons changé. Quand nous sommes arrivés à Isiro, nous avons tout fait pour intéresser également les membres de famille qui portent des gants, qui assistent vraiment à l'enterrement, et ils sont sûrs que c'est leur membre de famille qui est enterré. Et ça a changé, ça a beaucoup changé la coopération, la collaboration de la population. Suivant. Alors, le problème, un des défis que nous avions, c'est la logistique. Parce que la plupart d'épidémies d'Ebola en RDC, ça survient dans des endroits reculés, difficiles d'accès. Par exemple, ici, lors de l'épidémie de l'Ocolia, voilà, il faut d'abord avoir l'hélicoptère à partir de Mbandaka pour arriver à Bwende. À partir de Bwende, vous prenez le Jeep 4x4. Alors, il faut traverser la rivière Lomela. Oui, je crois que c'est Lomela. Oui, alors, et puis, et prendre encore de Jeep. Vous voyez l'état des routes. Donc, vous voyez qu'il y a un pont là-bas, il n'y a pas de pont. Et le véhicule risque, n'est-ce pas, d'être emporté par le courant d'eau. Tout ça, c'est vraiment très difficile. Et ce cas-là de Rupoya, c'était dû, c'est le mari qui amène un singe qu'il a trouvé mort en forêt, mais il est venu dire à sa femme que c'est lui qui l'a tué. Il donne à la femme était enceinte, c'est la femme qui va dépecer, qui entre en contact avec le sang, n'est-ce pas, de cet animal trouvé mort, et puis elle développe la maladie, et puis le médecin du coin voit cela et dit, bon, je veux opérer pour faire sortir l'enfant, faire sortir le bébé, et c'était une femme, elle-même aussi meurt, son assistant meurt, et voilà, c'est le départ, n'est-ce pas, d'une épidémie. Suivant. Voilà, alors, moins cas, c'était deux épidémies successives, mais le personnel s'est approprié les méthodes donc, de lutte, etc. La deuxième épidémie a été détectée très rapidement et
les épidémies du Kasaï ont été bien gérées grâce à la collaboration, n'est-ce pas, des chefs coutumiers. Les chefs coutumiers ont joué un rôle déterminant dans le processus, n'est-ce pas, de la lutte. Suivant. Alors, bien sûr, l'énigme qui reste, l'énigme scientifique qui reste, hein, l'énigme de notre temps, c'est de trouver les réservoirs du virus Ebola. Nous avons fait beaucoup de recherches, surtout dans les grottes de Mbanzangou, non, dans les grottes de Kimpese. Hein. Vous voyez là en bas donc, le type de pièges que nous avons utilisés pour attraper les chauves-souris. À l'entrée de grotte, on met ces pièges, et puis à partir de 18 heures, les chauves-souris sortent et puis sont attrapés. Et puis nous analysons, nous faisons des prélèvements, et puis on essaie d'abord de déterminer les types des chauves-souris, et puis on fait des analyses. Jusqu'à présent, nous avons eu plus de 10 000 échantillons. Jusqu'à présent, tout est négatif. Suivant. Voilà, je pense que la salutation Ebola que vous voyez là-bas, c'est le député Félix, il n'était pas encore député, il était, je crois, ministre de la Santé. Voilà, le salut Ebola, ça peut sauver des vies. Suivant. Bon, voilà, donc la 10e épidémie est compliquée. Pourquoi? Parce que le contexte était un contexte très difficile. Très difficile, c'est la partie la plus dense, n'est-ce pas, donc la densité très élevée de la population, et une population tout le temps en mouvement, hein, et bien sûr le système de santé a été fragilisé, hein, parce qu'il y avait des conflits armés, des années de conflits armés. Et je dois dire également, il y a eu l'implication politique. Beaucoup de nos députés, je m'excuse de le dire, ont un peu exagéré, n'est-ce pas, en niant publiquement l'existence d'Ebola. Et ce qui a créé des résistances, n'est-ce pas, au sein de la population. Et nous avons mis beaucoup de temps pour pouvoir maîtriser ces facteurs. Sans l'implication de la population, il est difficile de gagner la lutte contre Ebola. Tout comme j'ai vu un général qui disait la même chose, sans l'implication de la population, notre armée ne peut rien faire. Voilà. Suivant. Bon, voilà, donc cette épidémie de l'Est est caractérisée par des incidents. Tout ce que vous voyez là-bas, c'est le nombre d'incidents. D'incidents que nous avons connus sur le terrain. On a même tué un médecin, n'est-ce pas, de l'OMS, et tout dernièrement, comme vous l'avez appris aussi, à Biakato, c'était un problème grave. Hein. Donc, des inciviques sont entrés, d'abord là où on traitait les malades, ils ont massacré, et puis ils sont entrés aussi là où nos équipes dormaient. En pleine nuit, ils ont massacré les enfants que nous avions envoyés là-bas. Suivant. Alors, chaque fois qu'il y a un incident, les activités sont bloquées, sont arrêtées pendant 1 ou 2 semaines, hein, en traitant donc l'expansion de la maladie est là. Bon. Donc, heureusement qu'avec nos partenaires, hein, et surtout les Congolais, ont pris ça à cœur, et vous voyez, toutes les zones de santé sont en vert maintenant. En vert, il reste simplement Béni. Au moment où je vous parle, Béni aussi est en vert. Et le dernier malade est sorti le 3 mars. Il a été testé négatif le 2 mars. Et nous allons compter, le décompte à rebours a commencé à partir du 2 mars. Le 2 mars. Ce qui veut dire que si tout va bien, jusqu'à présent, nous sommes au 27e jour sans nouveau cas. Et si tout va bien, sans incident, nous allons déclarer la fin de l'épidémie, si nos calculs sont bien, le 12 avril. Voilà. Alors, suivant. Bon, voilà, ça c'est les statistiques. Hein. Bon, ça c'est du passé. Alors, les défis, c'est demain. Post-Ebola, qu'est-ce que nous allons laisser comme héritage là-bas? Nous allons laisser, si on ne fait pas attention, nous allons laisser plus de problèmes que d'héritage bienfaisant. Parce que la riposte a mené beaucoup d'argent
sur place. On a engagé beaucoup de jeunes. Les hôtels fonctionnent à 100%. Les véhicules fonctionnent à 100%. Il y en a même qui se sont mariés grâce à la riposte Ebola. Et maintenant, on se retire. Si on ne fait pas attention, nous allons créer une classe de mécontents, surtout les jeunes. Et les jeunes mécontents à Beni, Butembo, Mangina, Bunia, ce sont des futurs rebelles. Je m'excuse le mot. Si on ne les encadre pas bien, c'est vraiment un couteau à double tranchant. Alors, deuxième problème, c'est la prise en charge des survivants. Certains survivants, et ça nous avons vu pour la première fois lors de cette épidémie, certains survivants continuent à sécréter le virus. Donc, ils sont capables de contaminer leurs conjoints ou de générer une flambée d'Ebola. Et donc, il faut absolument suivre ces survivants jusqu'à éliminer le virus qu'ils ont en eux, surtout dans les liquides séminales. Et puis, bien sûr, les problèmes scientifiques du réservoir du virus. Si nous sommes arrivés à maîtriser cette épidémie, donc je vous dis, l'épidémie est entièrement sous contrôle. Et si nous arrivons donc à maîtriser cette épidémie, parce que nous avons fait appel à des innovations technologiques, notamment donc les nouveaux vaccins, parce que malgré le virus Ebola n'avait jamais de vaccin, nous avons introduit un vaccin comme étude, et ce vaccin s'est montré efficace, qui protège à 97%. Et ceux qui ont reçu le vaccin, s'ils font la maladie ne sera pas une maladie sévère. La mortalité est faible par rapport à ceux qui n'ont pas été vaccinés. Ça, c'est un. Deuxièmement, nous avons testé 4 molécules comme traitement, et deux molécules se sont montrées efficaces, dont la molécule MAB114 que nous avons développée avec l'Institut NIH des États-Unis. Bon, voilà. Ce sont donc grâce à ces innovations que l'épidémie a été donc maîtrisée. Suivant. Alors, maintenant, le coronavirus. Le coronavirus. Voilà. Suivant. Voilà, le coronavirus, ça fait peur. Ça fait peur. Et si nous ne faisons pas attention, nous allons prendre des mesures dans la précipitation parce que ça fait peur. Donc nous devons dès maintenant avoir la maîtrise et nous baser sur les données scientifiques. Suivant. Voilà, on l'appelle coronavirus parce que ce virus-là, vraiment le virus, c'est quelque chose de très simple. Quelque chose de très simple. Vous voyez ce qui est en rouge là au centre, c'est son matériel génétique. Et puis, tout autour là, en bleu, ça c'est une couche protéique qui protège ce matériel génétique. Et ce qui est comme des aiguilles là, ça ce sont des spicules qui sont sur l'enveloppe qui permettent donc au virus de s'accrocher à la cellule qu'il veut infecter. Donc le virus, c'est très simple. C'est le matériel génétique, soit le RNA, soit le DNA, entouré d'une couche protéique. C'est tout. Mais c'est un être vivant, parce qu'il est capable de transmettre l'information, le code génétique à la descendance. Je crois que c'est la définition la plus simple d'un être vivant. Vous êtes vivant parce que vous êtes capable de. Voilà. Bon, nous sommes comme les virus. Hein? Voilà. Donc, suivant. Bon, voilà. Bon, ça, c'est la classification, n'est-ce pas, scientifique de ces virus. Donc, en fait, le Covid, c'est la maladie. Donc, coronavirus disease. Parce qu'il a été détecté en 2019. Comme ça, on met 19. Mais le virus, c'est le MERS coronavirus 2. Parce que cette famille a déjà produit 3 vaccins, trois pathogènes. Le premier pathogène, c'est le SARS, qui donnait donc une pneumonie sévère atypique. On a décrit ça, je crois, en 2012, etc. Oui. Alors, et puis vous avez les MERS. Bon, le coronavirus, là, donc le SARS,
a failli être vraiment un grand problème mondial. Heureusement, il ne s'est pas introduit en Afrique et pas dans notre pays. Et puis il y a le MERS, coronavirus, qui a produit donc des épidémies, mais surtout vers le Moyen-Orient, liées, n'est-ce pas, aux chameaux. Et puis maintenant, vous avez donc le MERS coronavirus 2, qui est donc le responsable de Covid-19. Voilà. OK. Suivant. Alors, comme je vous ai dit au début, c'est également, cette maladie est d'origine animale. Maintenant, avec tous ces changements climatiques que nous avons, nous aurons de plus en plus de maladies nouvelles qui vont venir des animaux, de la faune sauvage, de la faune domestique. Parce que nous avons changé d'habitude. L'homme a changé d'habitude, entre autres la déforestation, et puis on entre en profondeur dans la forêt et on rencontre donc des pathogènes nouveaux. Et puis on les amène à la cité. Donc voilà, donc on peut se contaminer à partir, peut-être la chauve-souris est le réservoir principal, et la chauve-souris va infecter les animaux intermédiaires, et l'homme s'infecte donc en entrant en contact avec ces animaux intermédiaires. Voilà comment l'homme peut s'infecter. Suivant. Voilà, tout ça, ça montre donc cette connexion, ces rencontres entre l'homme et la faune qui l'entoure. Nous sommes tous entourés ici par... Au moment où je vous parle, il y a des bactéries qui circulent, il y a ceci qui circule, etc., etc. Mais ces bactéries ne peuvent pas nous infecter parce qu'ils n'ont pas de récepteurs pour entrer en nous. Mais à un moment donné, si jamais ça change, ça devient pathogène. Et là, nous ne saurons pas comment vivre. Oui. Bon, pour le moment, tout est réglé. Chacun reste chez soi et on n'est pas inquiet. Suivant. Bon, voilà. Donc, le coronavirus, il est discret et contagieux. Discret et contagieux. C'est-à-dire que, par rapport à Ebola, par exemple, nous calculons les RO, donc les capacités de contaminer. Un malade va contaminer combien de malades? Donc, avec Ebola, un malade peut contaminer 2. Mais avec le coronavirus, un malade peut contaminer 3 à 4. Donc, il est beaucoup plus contagieux que Ebola. Bon, voilà. Oui, suivant. Suivant, bon. Donc, nous disons donc que ce virus est certainement d'origine animale. Donc, même en Chine, on a vu les premiers cas, c'était dans un marché où on vendait les animaux vivants. Et on pense que les pangolins seraient donc l'hôte intermédiaire entre la chauve-souris et l'homme. Mais une fois que le passage de l'animal à l'homme est effectué, le reste, ce n'est plus l'animal. Donc c'est faux de dire que maintenant il ne faut pas manger la viande, il ne faut pas toucher ceci, il ne faut pas toucher. Ça c'est déjà passé, ce stade est passé. Nous sommes maintenant au stade de transmission de personne à personne. Suivant. Voilà, et la transmission se fait par des gouttelettes. Nous appelons ça gouttelettes de fluge. Par exemple, maintenant, au moment où je vous parle, il y a des postillons, il y a des gouttes de salive qui sortent de ma bouche. Vous ne voyez pas ça. Mais, malheureusement, j'ai oublié cette diapositive-là. Mais s'il y a des caméras spécifiques, vous pouvez voir donc la quantité de gouttes qui sortent. Et surtout quand vous éternuez, c'est encore pire. Vous voyez? C'est comme ça qu'on dit qu'il faut être au moins à 1 mètre. Parce que la force de ces postillons-là, à 1 mètre, ça va. Voilà. Alors, donc, c'est d'abord respiratoire. Et puis également, lorsque quelqu'un touche sur une surface et que vous venez vous toucher aussi dessus, et puis après vous frottez les yeux et la bouche, il y a donc une possibilité de transmission indirecte. OK? Suivant. Voilà donc les symptômes de Covid. Hein, on en parle beaucoup. Hein. Mais quand on parle de tout, c'est
comprenez que c'est une toux sèche. Au départ, c'est une toux sèche. Vous avez quoi ça? Au niveau de la gorge, là, vous avez donc des chatouillements au niveau de la gorge, hein, et puis après, la toux va devenir productive. Mais au départ, c'est vraiment sec. Mais vous pouvez aussi avoir d'autres symptômes, la diarrhée. La diarrhée peut être là, et également des infections parfois respiratoires, etc. Mais dans le sang, il y a une chute de globules blancs. Quand les gens font l'examen, ils verront qu'il y a une chute de globules blancs. Suivant. Voilà comment prévenir le Covid. Comment prévenir le Covid. Moi, je pense qu'il y a d'abord des étapes. Donc, la première étape, c'est une étape de préparation. C'est-à-dire, nous avons appris que la maladie, c'est en Chine. D'abord, c'était la Chine. En ce moment-là, nous devrions nous préparer. Nous préparer comment? Donc, donner l'information dans la population, préparer les hôpitaux, former les médecins, former les infirmiers, mettre en place les systèmes de screening de température, mettre les dispositifs de lavage de mains. Je ne sais pas, en arrivant ici, je ne sais pas si j'ai vu le dispositif de lavage de mains, mais il faut le faire absolument. Il faut le faire absolument. Et partout dans la ville, nous devons trouver ça. Ça, c'est la phase de préparation, c'est-à-dire que le virus n'est pas encore entré dans le pays, mais il y a des menaces. Voyez. Alors, deuxième phase, c'est le virus est entré dans le pays. Et le virus va entrer dans le pays par des voyageurs, les personnes nantis qui voyagent. Ils ont été en France, aux États-Unis, etc., en Chine. Ils arrivent à l'aéroport. Si ce n'est pas détecté, ce sera à domicile. Mais là, c'est déjà trop tard. Trop tard, il aura le temps d'avoir déjà contaminé les membres de famille. Maintenant, cette phase-là, il faut empêcher que la maladie sorte de Kinshasa pour aller contaminer les provinces. Et ça, c'est l'étape la plus importante maintenant, c'est de retrouver tous les contacts. Pour le moment, nous avons 4 cas confirmés au laboratoire. Et je vous en prie, ne doutez pas des résultats des laboratoires. J'ai été peiné d'apprendre que le premier cas a contesté cela. Quand moi je suis arrivé avant-hier, j'ai demandé qu'on fasse le séquençage de ces cas. Si c'était négatif, nous n'allions pas voir les images du virus par le séquençage. Et moi, je suis convaincu que le monsieur a fait la maladie. Et les autres cas qui arrivent, nous les confirmons au laboratoire parce que nous sommes bien équipés, on a suivi une formation, l'OMS a confiance en nous. Il ne faudra pas que l'OMS ait confiance en nous et la population doute. Ça, ce n'est pas bon. Il faut bien contrôler, je ne sais pas comment on peut contrôler. C'est un problème de conscience. Nous sommes maintenant devant des cas de conscience. Devons-nous continuer à blaguer jusqu'à quand? N'est-ce pas? Par les réseaux sociaux. Il y en a même qui ont dit que, moi j'ai dit que le virus ne peut pas attraper la peau noire. Où est-ce que j'ai dit ça? Voilà. Donc, ça sont des choses vraiment qu'il faut éviter. Il faut éviter parce que nous avons aussi l'honneur à défendre. Si Mérieux, qui m'a donné le prix Mérieux, apprend que j'ai dit ça, ou bien Nogoshi, l'empereur, apprend que j'ai dit que c'est pas, tu vois, ça crée un peu, on dit mais c'est quoi ça? C'est pas bon. Voilà. Donc, les politiques, vous êtes des politiciens, la population a confiance en vous. Chaque mot que vous dites, ça a beaucoup de signification. Bon, je ne peux pas dire que vous êtes infaillible, mais ce que vous dites là, la population suit. Et si je dis que nous avons gagné la bataille de Mangina, Butembo, Beni, etc., c'est grâce également au changement de comportement de vous, les honorables députés et sénateurs. Vous avez changé de langage et la population vous a suivi. Et voilà, maintenant, nous sommes victorieux. Ce n'est pas ma victoire, c'est la victoire de la population. C'est votre victoire.
Alors, suivant. Bon, de temps en temps, je suis politicien, mais enfin. Là c'est comment on fait les diagnostics. Voilà, les diagnostics, il faut disposer de cette machine. Cette machine-là, que nous appelons le thermocycleur. C'est une machine qui détecte l'acide nucléique, n'est-ce pas, du virus. Bon, c'est une très bonne machine, mais son problème, c'est que quand vous le déplacez, il faut faire venir un expert, souvent sud-africain, pour venir diriger les lasers qui sont dedans, etc. etc. C'est comme ça qu'il est difficile pour le moment que nous puissions introduire les pareilles machines, par exemple à Lubumbashi et ailleurs. Oui. Mais nous allons tout faire pour que Goma, Lubumbashi, au moins les 3 villes-là, Kinshasa, soient alimentées par les tests diagnostiques. Et suivant, voilà comment on doit faire les prélèvements. Voilà. Il y a les prélèvements rhinopharyngés là-bas, ou bien donc là-bas c'est les amygdales, ou bien le rhinopharyngé ici à droite. Si le prélèvement n'est pas bien fait, le diagnostic sera aussi mis en doute. Il peut présenter la maladie, mais on n'a pas les diagnostics. Donc il faut bien faire les prélèvements et nous formons les gens pour pouvoir faire ce type de prélèvement. Voilà. Et donc, pour nous, le virus est là. Nous allons tout faire pour empêcher que ce virus circule. C'est-à-dire qu'il y aura les cas autochtones. À partir de ces 4 cas-là, si nous voyons qu'il y a des cas autochtones qui n'ont pas voyagé, mais qui développent la maladie, surtout en ce moment-là, il faut prendre déjà des mesures de distanciation sociale qu'on va appliquer partout, et également ayez des structures de soins adéquates, parce que le grand problème, tous les cas compliqués, il faut les hospitaliser. Et les cas non compliqués, on doit décider aussi, est-ce qu'on les garde à la maison, comment on va faire. Parce que par jour, vous pouvez avoir 1500 cas. Et nos structures de soins ne sont pas capables d'absorber un tel nombre de cas. Donc, tout ça sont des décisions que vous, les élus du peuple, vous devriez prendre en âme et conscience. Est-ce qu'il faut fermer les écoles? Est-ce qu'il faut fermer les stades? Est-ce que... Bon, bien sûr, il y a le ministère qui est l'organe exécutif, mais vous avez droit aussi à dire votre mot. Voilà, et je pense que pour le moment, nous sommes encore au stade de simplement de l'épidémie de voyageurs. L'épidémie de voyageurs, nous n'avons aucune preuve de la multiplication de la transmission locale. Nous sommes encore au stade donc des voyageurs qui arrivent. Et si on peut donc maîtriser d'abord ces voyageurs qui arrivent et empêcher que d'autres voyageurs n'arrivent, nous pouvons aussi vraiment dire que bon, l'épidémie sera avortée et nous n'aurons pas de cas, nous n'aurons pas de complications dont a parlé Madame la Présidente, des impacts socio-économiques de cette maladie. Voilà, je pense que j'ai été assez long, mais ça valait la peine et je vous remercie de votre aimable attention. L'exposé du docteur Muyembe est limpide et clair, un scientifique de renom. Et vous venez de suivre les honorables députés et ceux qui sont dans cette salle et ceux qui suivent la radio-télévision nationale congolaise sont donc édifiés. Il y a 4 cas confirmés d'Ebola en République démocratique du Congo, attestés et confirmés par l'INRB. Nos amis des langues nationales sont dans l'entretemps arrivés ici au Palais du Peuple. Ils vont permettre aux locuteurs des différentes langues nationales à travers la République démocratique du Congo d'avoir des informations plus précises sur le coronavirus, ce qu'il faudrait faire et à quel stade nous nous trouvons. Surtout, il ne faut pas avoir peur, comme le docteur Muyembe l'a dit, il ne faudrait pas avoir peur, il faudrait plutôt suivre les instructions qui seront données par les services spécialisés. Chala bikala tumshadikila ababonso bana ba mwene Kongo bikala kwa mshindu wa kulonda
chondo chukuru chaji tunga walbwase mobionso bidibikala bimwene kamushindo okwenza kapadisama didibikala bikala se coronavirus dio dedi didikala disama jibi didibikala baleja se didikala jipatukila kunyama nyama idimikala pamwa ni bantu kidimikala imwana mushindo okwenza jini disama bilonda shela mujilomba divudikenge dibodi ase bidibikenge la mumanyi mupilu kapamyanda ya bukebi bwa mushindo dimwa kujikije mabeji muditonga ya Congo démocratique Jean-Jacques Mouyembe Tanfoum. Pour votre exposé. À présent, nous allons accorder la parole à quelques intervenants qui souhaiteraient plus de clarification. Les candidats intervenants qui désirent poser des questions peuvent me faire parvenir leur nom. Le protocole prend des dispositions. Compte tenu du fait que le professeur interviendra aussi, je crois, pour une réunion d'urgence au plus haut niveau, nous allons aussi devoir gérer le temps et donc le nombre d'intervenants. Bubeje bubuji bwikala bomona mushindu wakwikala bufumina kubantu bari bafuma kumatunga akubabenda bari bikala balonanko wajari bwase bokalenga bwaditunga mbuji bukumbana pamwani bachihuita munafanka bari bamanye mushindu wakwenza bwase bajimu okulonga bwase bari mu kukanga bifalu bya ndundu anyi eshi bari mu kuteka bienzeli bikwa bishire shilambi bikengela bwase bari mu kala bapeta manga ni bikwa bikenge ndibo bwase disameji kadi mu mushindu wakutampakana bwalwa bakadi bamana kufeta ni bajadika ni kujibantu banayi badibikala ni disameji munda mu litonga ya Congo démocratique nanko mu byonso kibwaluka ibajadi kisebili bikengele muntu ni muntu ikala mu manya mujibo bamba bikengele kala ko wabyanza ku chikondo ni chikondo chonsu kumona mushindo wakwikala kumanye bidibikengela mwakuja ni mwakunwa bwakwenza bwase disameji kaji mona mushindo wakutampakana nasha tudi babunyi wakumona mushindo wakunfesha ngumweyi habidibikala pitakana na kusekalwa pale di peuple kubulombo di bwa Janine Mabunda Lioko Mujayi ni bakobaribikala munyime mwenda Sylvie Meta anjumvuje pepe. Ni kweli Gode Kabunji, tutemjusha kwamba wafasi wapenzi tumepatikana huko Palais du Peuple, mahali ambapo Dr. Jean-Jacques Mouyembe aliweza kufasiria kufatana tu na ugonjwa wa coronavirus umepatikana ndani ya mji mkuu wa Kinshasa, ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tutemjulisha ya kwamba yeye aliweza kujulisha ya kwamba ni watu wenye kufanya safari kutokea nchi ya Uchina pia Ufaransa ndio wenyewe waliweza kushikwa na ugonjwa huu kwa sababu walikutana watu wenye. Honorable Mbakata, Honorable Toengao, Honorable Rombo Fumani, Honorable Ipalaka et Honorable Mota. Vous intervenez sous forme de questions et vos interventions doivent être relativement brèves pour permettre aux autres de pouvoir intervenir aussi compte tenu des contraintes que le professeur a dans une autre réunion. Honorable Eliezer. Alijulisha ya kwamba bwana Jean-Jacques Mouyembe kati ya watu. Merci honorable présidente, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues. Je dois m'acquitter de ce devoir de remercier d'abord le professeur Dr Mouyembe ainsi que le ministre de la Santé qui sont venus éclairer notre lanterne. J'ai des petites questions. La première question, docteur, j'aimerais savoir si les désinfectants que nous utilisons ici à Kinshasa nous désinfectent réellement? Si oui, comment l'utiliser? Parce que, comme vous avez constaté à l'entrée ici, on vous mettez vos téléphones qui étaient entre vos mains de côté et vos clés. On vous désinfecte les mains, et juste après, vous prenez le même téléphone et autres. Est-ce que ça peut remettre le virus ou ça peut transmettre en même temps? Deuxième question, il y a le cas qui a créé de problème ici. C'est le premier cas de coronavirus. Que j'ai dit que peut-être que la communication n'était pas bien passée. Le malade est mis. D'abord, on nous a dit qu'il était à Maluku. Tout de suite après, le malade, moi personnellement, il m'avait contacté qu'il était en Djili.
Et j'ai senti qu'il s'est bagarré avec ceux qui étaient là. Lui et sa femme, qui avaient une tension quand il m'a appelé. Et maintenant, ma question c'est de savoir, est-il possible que les gens qui dorment ensemble, qui sont ensemble et que l'un soit infecté et que l'autre ne soit pas infecté? Parce qu'on a parlé d'un seul cas, c'est-à-dire l'homme, pendant que l'homme est mis en quarantaine avec sa femme qui est là. Et pour terminer, vous avez dit qu'il y a quelques cas, ça c'est le ministre qui a dit, je ne le vois plus dans la salle, alors, qu'il y avait quelques cas qu'il était en train de suivre. Les gens qui étaient en contact avec les cas confirmés, estimés, je crois, à 600 selon ce qu'ils ont dit. Est-ce que vous avez identifié les endroits où ces cas-là se trouvent? Quelles sont les mesures que vous avez prises pour éviter que les nouveaux cas soient confirmés à Kinshasa? Merci. Honorable Ipalaka, il sera suivi de l'honorable Foumani. Je vous demanderai d'être vraiment ramassé dans vos questions parce que je signale que si le ministre de la Santé n'est plus là, il a précédé le professeur Mouyembe en prévision du Conseil des ministres qui commence à 14 h. Hein, et le professeur Mouyembe doit l'y rejoindre. Oui, je m'adresse directement au professeur Mouyembe. Vous avez relevé ici les difficultés au niveau de la RDC. Il y a un problème d'infrastructure. Il y a aussi des difficultés de prélèvement. Mais en suivant certains conseils, on nous dit que on peut aussi éviter le coronavirus en mangeant bio. Est-ce que vous pouvez nous donner les précisions là-dessus? Parce que la RDC, dans son ensemble, nous avons vraiment des problèmes d'infrastructure, mais les problèmes pour manger bio, j'ose croire que ça peut être la solution pour que tout le monde puisse savoir qu'est-ce qu'il faut manger pour éviter le coronavirus. Honorable Foumani. Et honorable Mbakata se prépare. Merci, honorable présidente. Je m'adresse directement au professeur. Prof, est-il possible qu'un scientifique crée un virus et qu'il le propage? Parce que c'est un bruit qui court souvent à la cité, que c'est un virus créé par les Américains ou les Chinois. Est-ce qu'on peut être apaisé par rapport à ça? Deuxièmement, vous avez dit que l'infection est très significative chez les cadavres. N'est-il pas possible qu'on interdise le fait d'amener les cadavres dans les parcelles ou dans les salles de mort pour être pleurés là-bas en vue d'éviter la contamination? Et le vaccin contre l'Ebola, professeur, peut-il être administré chez nous tous à titre préventif ou dans les zones où on estime que dans les zones des forêts que l'Ebola peut apparaître? Y a-t-il possibilité d'administrer ces vaccins-là à titre préventif? Je vous remercie. Honorable Mbakata, et puis on laisse le professeur Mouyembe répondre à ce premier jeu de questions. Merci beaucoup, professeur, pour votre exposé. Je suis Dr Freddy Mbakata. En 1976, j'étais votre étudiant. Vous m'avez donné les cours de microbiologie. À l'époque, quand vous nous parliez de virus, nous n'avions pas peur. Mais aujourd'hui, à vous entendre parler, rien que par vos propos, nous avons un peu eu peur, monsieur le professeur. Le virus, à l'époque, tel que vous nous disiez, vous nous enseignez, c'est un petit microbe qui avait certainement une certaine virulence, mais traité ou pas, chez des individus bien nourris, le microbe pouvait mourir de soi-même sans développer une maladie. Mais nous constatons maintenant, depuis un certain temps, que ces maladies appelées les zoonoses qui passent des animaux aux hommes viennent à un rythme très court. Et vous venez de dire vous-même que l'énigme scientifique que vous avez, c'est de retrouver les réservoirs. On fait des supputations. C'est parti de tel animal à tel animal. Mais les réservoirs, on ne parvient pas à les retrouver. Est-ce que par là, on n'alimente pas les propos des gens qui disent que ce sont des virus manipulés au laboratoire pour des armes biologiques qui échappent à des scientifiques
et qui entrent chez des animaux et qui reviennent et qui sont devenus incontrôlables. J'aimerais avoir votre explication là-dessus. Merci beaucoup. Merci, collègue. On va demander au professeur Muyembe de répondre à ces questions. Et suivant le temps et l'ultimatum par rapport à la réunion du Conseil des ministres, nous poursuivrons ou nous clôturons. Professeur, vous avez la parole. Allô? Bon, honorable Eliezer, les désinfectants à Kin, bon, franchement, il faut faire attention parce que peut-être au début c'était plus fiable, mais maintenant avec l'événement, il y en a qui vont mettre simplement de l'eau dedans et puis mettre un peu de gel et dire que c'est... Mais comment savoir que c'est du bon et c'est mauvais? Ça c'est difficile. J'ai demandé à mon équipe à l'INRB de produire les solutions hydroalcooliques que nous avions testées au laboratoire dans le temps et nous avions comparé à d'autres solutions hydroalcooliques. Je vous assure, il y avait une grande différence. Bon, donc il faut un peu... Bon, alors, les cas de maladies mis en quarantaine en Djili. Vous voyez, ça, c'est un problème de préparation. Parce qu'on s'est plus ou moins mal préparé pour faire face à cette épidémie. On a pensé qu'on pouvait prendre tous les malades et les amener à Kinkole. Parce que les centres d'isolement, c'était à Kinkole. Mais pratiquement, c'est impossible. Quelqu'un qui est à Ngaliema, vous allez l'amener à Kinkole comment? Avec les chaux de mouton, etc. C'est une opération presque impossible. Bon, s'il y a 2 ou 3 malades, ça va, mais s'ils sont 10, 20, 30, vous allez faire quoi? C'est comme ça, on a fait marche arrière maintenant pour qu'on puisse isoler, faire des isolements de proximité. Donc, tous les hôpitaux doivent avoir maintenant un centre d'isolement où on peut mettre les malades. Alors, les contacts... bon, écoutez, pour le moment, nous ne savons pas encore très bien comment ce virus se transmet. Il y a beaucoup de cas bénins. Même en Europe, on a vu à peu près 80%. Donc, et même des cas asymptomatiques. Le virus est là, mais il ne présente aucun symptôme. Si vous dites que la conjointe de monsieur malade se porte bien, peut-être un homme bien portant était malade qui s'ignore. Il est possible que si on fait les tests, le test sera positif. Et nous allons introduire très prochainement donc, les dépistages comme ça de tous ceux qui ont été en contact pour voir exactement comment ça marche. Et l'honorable Palaka, je crois, manger bio, oui, manger bio. Ah oui, mais si vous mangez bio, de toute façon, pour nous préparer, il faut être en bonne santé. On observe la mortalité élevée ou la gravité de la maladie, c'est chez les personnes âgées qui ont une comorbidité. Donc, ils ont le diabète, ils ont l'hypertension, etc. Et quand le Covid y entre, c'est plus grave. Donc, si vous êtes vraiment en bonne santé, vous mangez bien, une nourriture équilibrée, bon, ça vous protège. Alors, est-il possible qu'un scientifique, bon, qu'on a fabriqué le virus? Bon, écoutez, on a fait beaucoup de progrès. Comme je vous ai dit, le virus, c'est quelque chose de très simple. Un acide nucléique entouré d'une couche protéique. Et au laboratoire, on peut fabriquer. Un virus, par exemple, le virus Ebola, on peut le fabriquer au labo. Le virus polio, on peut maintenant le fabriquer au labo. À partir donc simplement du matériel génétique. Alors, mais vous allez faire ça pourquoi? Vous allez le faire pourquoi? Les scientifiques ne sont quand même pas, disons, des inconscients. Ils ne vont pas fabriquer un virus qui va perturber la vie sociale, qui va perturber l'économie mondiale, etc. Ça, c'est vraiment... dans les temps, on fabriquait ça pour la guerre
comme arme de guerre. Mais je crois qu'on a changé beaucoup, Et ici, nous devons avoir des preuves que c'est animal. Par exemple, pour Ebola, c'est prouvé que c'est animal. Ce n'est pas quelque chose de fabriqué au laboratoire. C'est quoi ça? Le vaccin contre Ebola, ça a été un vaccin expérimental. Bon, maintenant, il est homologué par l'OMS et par le FDA aux États-Unis. Mais ce vaccin, on ne peut pas l'utiliser pour vacciner toute la population. D'abord, je crois qu'on n'aura pas les moyens de payer un tel vaccin, mais c'est fait pour réagir. Ce vaccin a été fait pour protéger ceux qui ont été en contact avec un cas positif. Voilà, ça c'est le vaccin Merck. Mais nous avons testé aussi un vaccin Johnson & Johnson, mais l'étude est en cours. Celui-là, il a plutôt un usage plus large. Donc on peut vacciner comme ça la population. Mais nous n'arrivons pas encore à ce stade-là parce que les besoins ne se présentent pas pour le moment. Alors, bon, je crois qu'on a répondu à ça aussi. Le réservoir du virus, le virus coronavirus, nous savons que le coronavirus, d'autres espèces existent, chez les chauves-souris, chez les porcs, etc., etc. Mais nous sommes vraiment, je pense qu'en Chine, ils ont fait beaucoup d'études et les Américains ont emboîté les pas. Et certainement, on trouvera les réservoirs, n'est-ce pas, de ce virus. Mais pour le moment, en tout cas, on pense que c'est. Donc, chauve-souris et autres intermédiaires, les pangolins. Mais il faut prouver cela. Voilà. Merci, professeur, pour ces compléments d'information. Il y a encore 25 questions, mais le ministre de la Santé, qui dispose des moyens de communication avec moi, me rappelle l'engagement que nous avions ensemble, c'est-à-dire de libérer le professeur de manière à ce qu'il participe à une réunion d'urgence au Conseil des ministres. Alors, je vais peut-être proposer qu'on prenne 3 derniers intervenants, dont une dame, de façon à ce qu'après, nous puissions, avec générosité et courtoisie, partager le savoir du professeur Muyembe avec les membres du gouvernement pour des mesures, je crois, de santé publique générale qu'ils annonceront sous peu. Alors, on va peut-être demander à l'honorable Patrick Mouyaya, l'honorable Inagossi et l'honorable Félix Kabange de poser une question brève de façon à ce que le professeur puisse compléter et puis nous lui ferons la courtoisie de le libérer. Je sais que les interrogations ne manquent pas. Nous aurions voulu avoir plus de temps, mais nous tenons compte aussi des autres sollicitations qui viennent d'autres institutions par rapport à cette pandémie. Je vous remercie. Honorable Mouyaya intervient. Il sera suivi de l'honorable Inagossi et l'honorable Kabange se prépare. Merci, honorable président, de la parole. La première question, professeur, vous êtes de 3e âge, vous l'avez dit tout à l'heure, 78 ans, et vous avez fait des preuves qui sont reconnues mondialement. Ma question, elle est toute simple parce que je ne vous vois pas accompagné, c'est de savoir s'il y a derrière vous une équipe de jeunes capables de prendre le relais avec tout ce que nous connaissons comme question à ces sujets. La deuxième question et la dernière, le plus important dans tout ça aujourd'hui, c'est de savoir comment on fait face. Parce que moi, je considère que le corona est là. Regardez nos habitudes de deuil, nos habitudes des fêtes, nos déplacements dans les transports en commun. Professeur, pensez-vous que nous sommes en mesure vraiment d'y faire face? Et si nous le sommes, quelle est l'attitude que chacun de nous devrait avoir dès maintenant pour éviter la catastrophe que connaissent la France et la Chine? Merci. Honorable Inagossi. Merci, honorable présidente. Professeur Muyembe, vous avez parlé de la résistance de la peau noire. Mais parmi les rumeurs qui ont circulé, on a également parlé de la résistance à la chaleur.
Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Et en plus de ça, on parle également du vaccin contre Ebola qui serait également efficace contre le coronavirus. Qu'en est-il? Nous suivons l'actualité et nous constatons que l'évolution est plutôt positive en Chine. Est-ce qu'il y a déjà un rapprochement de la RDC avec la Chine pour que nous puissions appliquer le même modèle? Et enfin, la prise en charge. Pour la prise en charge, on parle de la prise en charge des riches et la prise en charge des pauvres. Les pauvres seraient orientés à Kinkole, tandis que les riches sont pris en charge dans les hôpitaux. Et il paraît que certains riches ne veulent pas que, même dépistés positifs, leur cas soit connu pour éviter la stigmatisation. Qu'en est-il? Merci. Merci, honorable Inagossi. Et honorable Félix Kabange, clôture, brièvement. Merci beaucoup, honorable présidente. Je vais peut-être faire 3 observations au professeur Muyembe, il peut nous éclairer. La première observation, professeur Muyembe, 4 cas du 8 au 16 en République démocratique du Congo. Aucune restriction n'a été prise. Les avions descendent et décollent à Kinshasa tous les jours à partir des pays épidémiques. Êtes-vous sûr que réellement nous n'avons que 4 cas en République démocratique du Congo, où nous sommes dans une situation où cette épidémie évolue à bas bruit, où ces gens qui ont de l'argent vont se faire consulter dans les structures privées qui n'ont pas été intégrées, et on se retrouve avec beaucoup de cas qui circulent sans être connus, et nous aurons une surprise comme l'Italie et la France. Est-ce que vous n'avez pas cette inquiétude? Deuxièmement, par rapport au personnel de santé, professeur, nous nous rendons compte que depuis que l'épidémie a commencé, nous n'avons que 4 cas. Partout où les cas sont passés, on récupère le personnel pour être isolé. Cela signifie que le personnel des urgences et des services de consultation n'est pas protégé. Est-ce qu'il n'y a pas moyen, très rapidement, qu'on puisse orienter les voyageurs, étant donné qu'on n'est encore qu'à l'étape de l'épidémie des voyageurs, vers 3-4 structures où le personnel sera protégé pour les prendre en charge et pouvoir les suivre? Et enfin, les mesures de distanciation sociale, il n'y en a aucune. Mais je pense que, comme vous pilotez le comité multisectoriel, il est urgent qu'on prenne des mesures de distanciation sociale, qu'on puisse empêcher les attroupements, qu'on puisse empêcher les rassemblements qui n'ont pas de raison d'être. Mais je voudrais demander une chose pour les écoles. Si la décision que vous prenez au niveau du comité est de pouvoir fermer les écoles, si vous pouvez vous inspirer de l'expérience que nous avons eue à Djera, où avant de fermer, qu'il y ait une intensification de la sensibilisation dans les écoles, car l'expérience montre que les enfants vont porter le message auprès des parents et la sensibilisation prend une vitesse plus accrue. À ce moment-là, on pourrait fermer en étant sûr que tout le monde a été sensibilisé de manière plus accrue, mais il est important que le gouvernement rassure la population de Kinshasa sur les mesures prises et améliore la communication. Je vous remercie. Merci. Nous allons laisser au professeur Dr Muyembe la possibilité de répondre à ces 3 derniers intervenants. Oui, merci Madame la Présidente. Donc, pour la succession, si vous voulez, je pense que là, c'est l'endroit où vraiment j'ai réussi dans ma vie. Tout dernièrement, on a inauguré des nouvelles infrastructures de laboratoire ultramodernes, qui n'existent peut-être 2 ou 3 en Afrique. Et en plus de ça, le plan de succession est là. Je peux partir aujourd'hui, il n'y aura aucun problème. J'ai formé des PhD. Quand je suis arrivé à l'INRB, j'étais le seul PhD. Maintenant, nous sommes une vingtaine dans tous les domaines. Virologie, bactériologie, parasitologie, épidémiologie. Voilà. Alors, est-ce que notre pays est capable de faire face au Covid-19? Nous reconnaissons nos faiblesses.
mais il faut également reconnaître nos forces. Nos forces. Alors, je pense que si on est mal parti, il est temps de corriger, n'est-ce pas, la trajectoire, et je pense que nous allons le faire, et de sorte que vraiment cette épidémie ne soit pas une source, une deuxième ou troisième source de malheur pour la population. Voilà. Alors, la chaleur, est-ce que la chaleur tue le Covid? Bon, la chaleur, je ne sais pas. Si le virus est seul, bon, le virus, donc la particule virale est seule, bon, 25, 26 degrés, 30 degrés, la particule est morte, est inactivée. Voyez? Par exemple, si vous jetez les crachats sur une table, etc., il va résister aussi longtemps que le liquide est là, il va résister. Mais avec la sécheresse, il ne va pas résister longtemps. Mais il faut vous dire aussi, notre corps c'est 37 degrés. Notre corps est 37 degrés. Et si vous faites la fièvre, vous pouvez même atteindre 38, 40 degrés. Mais le virus n'est pas mort. Le virus, c'est ça qui vous fait encore, qui est la cause de cette fièvre. Donc, soyons un peu logiques dans ce sens-là. Alors, le vaccin Ebola ne peut pas agir sur le Covid, parce que ce sont deux virus différents. Vous avez vu, le filovirus, c'est un virus allongé, bien sûr, mais la structure extérieure de l'enveloppe est différente de la structure extérieure de l'enveloppe, n'est-ce pas, de Covid. Donc, il n'y a pas de communauté antigénique entre les deux virus. Alors, rapprochez-moi de l'essai. Oui, et la Chine. Mais attention, la Chine, c'est un grand pays, hein, un grand pays. Quand vous avez vu comment ils se sont réveillés et les moyens qu'ils ont mis en place, la technologie, la nouvelle technologie est entrée en place, et puis même, ce sont les robots qui viennent donner à manger, n'est-ce pas, aux malades, etc. Ça, nous n'avons pas atteint ce niveau-là. Hein. Donc, il ne faut vraiment pas nous comparer à la Chine. Ce sont deux mondes totalement différents. Prise en charge des pauvres et des riches. Bon, donc d'après ce que je vous ai dit là, si nous mettons simplement, nous tenons compte de la proximité. Nous disons par exemple aux cliniques universitaires, on a prête des pavillons aux cliniques universitaires. Là, nous allons recevoir les professeurs du plateau, nous allons recevoir les gens d'Engaba, nous allons recevoir les gens de Matete, de Gisenso et de Mongafula. On va pas faire. La vie, c'est la même vie. Hein, c'est la même vie. Vous allez faire la distinction comment? Nous allons faire la distinction. Pourquoi? Donc, le problème, c'est que jusqu'à présent, je ne sais pas comment on traite ces malades. On n'a pas mis encore en route la procédure. Comment traiter ces malades-là? Comment traiter le malade au stade bénin? Comment traiter le malade au stade sévère? Et ça, nous devons mettre en place aussi. Alors, c'est comme si vraiment nous n'étions pas préparés pour recevoir tous ces cas. Donc, nous devons absolument faire un effort pour en finir. Je ne sais pas si j'ai répondu. Hein, c'est quoi encore? Aucune décision. Aucune décision prise après 4 cas. Oui, les 4 cas sont là, mais le ministre m'a dit qu'il y a plus de 300, je crois, 300 contacts. 300 contacts, on va suivre. Tout ça sera informatisé et chaque jour, les contacts seront suivis. Chaque jour, par téléphone d'abord. De temps en temps, on va vérifier, n'est-ce pas, sur place. Mais il nous faut une gestion informatisée pour pouvoir suivre tous ces différents contacts. Et on peut même faire la géolocalisation et dire où les contacts se concentrent. Ça, on peut le faire. Alors, l'épidémie évolue à bas bruit. Oui, l'épidémie peut évoluer à bas bruit, ça nous sommes conscients aussi. Nous sommes conscients. Mais le plus important, c'est de savoir pourquoi les 4 malades sont passés par la frontière, n'ont pas été détectés. C'est ça. Et comment les 4 malades sont passés par la France et
on n'a pas détecté. Vous voyez? Donc, les voyageurs peuvent, quelques temps avant d'entrer dans l'avion, prendre des paracétamol, et puis, la fièvre disparaît. Je ne sais pas, je ne dis pas que c'est comme ça, mais c'est possible. Bon, on nous a parlé aussi qu'à l'aéroport, si vous donnez 1000 francs, on peut vous laisser passer. Bon. Bon, si ça c'est dans notre culture, vous voyez, il faut changer. C'est comme ça que nous disons, la chose la plus importante, c'est de prendre conscience de la menace. Cette menace, ce n'est pas une menace individuelle, mais c'est une menace collective. C'est une menace collective. Voilà, c'est une menace collective. Donc, nous devons tous contribuer à arrêter cette maladie. Que la maladie n'entre pas chez nous parce que nous n'aurons pas la possibilité de tout contrôler. Alors, le personnel soignant sont pas protégés. Oui, bon, j'ai vu ça. C'est parce que, vous voyez, Excellence, Monsieur le ministre, honorable député, quand on fait des réunions au ministère de la Santé, ceux qui sont là sont simplement les épidémiologistes, les hygiénistes, maintenant on emploie les anthropologues, mais les médecins traitants, les infirmiers, qui les premiers voient les malades, souvent ne participent pas à ces réunions-là. Ils ne prennent aucune décision. Voyez. Alors que la première chose que nous devrions faire, c'est former d'abord le personnel médical. Comment les protéger? Parce que si vous ne protégez pas le personnel médical, un médecin qui tombe malade meurt, un infirmier qui tombe malade meurt, vous allez créer la panique au sein des hôpitaux et ils vont débrayer. Et là, ce sera un grand problème. Donc nous devons absolument protéger le personnel soignant, en commençant par les infirmiers. Voilà. Alors, c'est fini. Voilà. Oui, les mesures de distanciation sociale, ça, je pense que, bon, il ne faut pas non plus trop paniquer. Je pense qu'au moment où nous suivons ça de près, au moment où nous avons des preuves qu'il y a une transmission locale, la transmission locale commence, il est absolument nécessaire de faire donc ces mesures de distanciation sociale. Mais si on est prêt, on peut déjà préparer maintenant à dire que voilà, plutôt demain, après-demain, nous allons fermer les écoles, nous allons faire ceci, nous allons faire ça. Comme tout dépend vraiment de la communication. Il faut une bonne communication. Vous savez, quand nous étions aux études à l'université, à Lovanium, etc., même quand je suis parti à Louvain, etc., on ne parlait jamais de l'importance de la communication. Voilà. Maintenant, je m'en rends compte. J'ai à côté de moi un spécialiste de la communication. Parfois, il me souffle. C'est comme quand nous jouons le théâtre, quelqu'un qui est derrière les rideaux. Vous avez une perte de mémoire et il vous donne le mot clé, et vous reprenez. Donc, c'est très important d'avoir de bons communicateurs qui vous donnent vraiment une orientation pour transmettre un message. Voilà, Madame, honorable présidente. Encore une fois, vraiment un grand merci. C'était un anniversaire inoubliable. Et il va continuer à être inoubliable, cher professeur. Donc, vous venez de suivre les éclaircissements fournis par notre compatriote, le professeur Dr Muyembe. Son exposé a été enrichissant à bien des égards et il contribuera désormais à nous donner une nouvelle perception par rapport à ces deux fléaux. L'Assemblée nationale, de son côté, ne ménagera aucun effort pour s'associer aux mesures prises ou à prendre par les autorités sanitaires compétentes. Je vous annonçais que le gouvernement va se réunir à titre exceptionnel sous l'autorité du président de la République pour identifier des mesures de réponse renforcées. Nous voulons effectivement, une fois de plus, remercier ce grand médecin, le professeur Dr Muyembe, pour avoir répondu à notre invitation. Et nous en profitons, puisque c'est son anniversaire, à la fin de la séance, pour lui remettre, au nom de tous les députés, son cadeau d'anniversaire, trace de son passage ici, alors qu'il aurait pu fêter avec d'autres. Honorables députés et sénateurs,
tout en vous invitant donc à vous joindre à votre bureau pour lui citer les vœux. L'ordre du jour est ainsi épuisé. La séance est levée, mais en marge de la levée de séance, je demanderai aux députés de se rapprocher de la questeur pour prendre un petit message les concernant leurs documents. Voilà, la séance est levée. Yaseleka Ben Mekatuka kulanda professeur Dr Muyembe Mutindo Mekatuka kuzabisa na beto bidimbu ke monisa ti mutu ke na coronavirus yake le fièvre diarrhée pe kosu amekatuka kuvutula bamvutu na banyonso bakwizaka yula yandi na badepite liai kwizaka tuba bamambu onkangu ke na kuzola kuzaba kana coronavirus ke bakaka muntundombe ve to coronavirus ke fuaka na ntangu ko muchindu betu ke na ntangu ya mingi coronavirus ke kwiza kufwa kasi Dr Muyembe Metsabisati yandi tubaka tambala mosi vende mutundombe lenda baka coronavirus ve yina mekatuka na ndinga nandi ve kasi mpina diambu ya ntangu yandi mezabisa kana bamebikisa kosu na nganda nde yake kwiza kufwa kana ntangu kele ya kuluta 26 à 27 degré kasi kana mutu ke na coronavirus na kati ya nitu nandi akesa la fièvre ke vwanda na 37 à 38 degré yake monisati atake betu ke na ntangu betu lenda baka coronavirus pe yandi mezabisa coronavirus kele ntete na batu iya kaka mekwiza baka bekatuka na bainsi ya nzenza kasi ya batu yai ke zinga awa na nsi na beto kele na yau ntete ve kasi ya mekatuka na bantu mekatuka na mabwala ya nkaka. Ni kweli Eme Mayenge, tutemjulisha kwamba bwana Jean-Jacques Muyembe aliweza kujibia kufatana na ulizo mbalimbali ya wateule. Alijulisha ya kwamba wenye kukutana na ugonjwa huu ni wenyewe wataweza pia kuwafuatilia ili waweze kupata matunzo. Aliomba kwa raia ya kwamba wasiogope, lakini kwa muda wa siku 2 wataweza kufunga masomo kwa kuweza kuepusha watoto na ugonjwa wa coronavirus. Kwa wakati huu bado kupata chanjo ya kuweza kuepusha ugonjwa huo, ndio namna bwana Jean-Jacques Muyembe aliweza kufasiria kufatana tu na ulizo mbalimbali ya wateule. Sylvie Muyembe. Merci, amis téléspectateurs de la radio-télévision nationale congolaise. La circonstance a coïncidé avec l'anniversaire du professeur Muyembe et l'Assemblée nationale, conduite par sa présidente, l'honorable Janine Mabunda, a organisé cette cérémonie, a organisé cette activité pour honorer le professeur Muyembe, ce scientifique qui vient donc d'expliquer à la communauté à travers l'Assemblée nationale tous les contours du coronavirus. Il a avant tout commencé par Ebola qui est en train d'être vaincu. D'ici le 12 avril, a-t-il dit, Ebola sera déclaré vaincu ou fini en République démocratique du Congo. C'est ce que nous appelons de tous nos voeux. Mais il a ensuite mis en garde contre la peur bleue qui peut désorienter toute la lutte contre coronavirus, ce virus qui est devenu une pandémie, urgence mondiale déclarée par l'OMS. Le professeur Muyembe a dit que tout est mis en œuvre et il demande aux politiques de prendre les décisions qui s'imposent. Et là, la présidente de l'Assemblée nationale a annoncé que le professeur Muyembe lui-même est attendu par le Conseil de ministres qui est en train de vouloir se tenir dans quelques instants. C'est un Conseil de ministres extraordinaire, il est spécial, il va se pencher sur cette question de coronavirus pour que des mesures idoines, des mesures nécessaires et indispensables soient prises et communiquées à la population de la façon qu'il se doit. Je crois, amis téléspectateurs, que les informations vous parvenues vont vous permettre de vous apaiser, de vous assurer que le virus est là, mais il ne faudrait pas que la peur prenne les dessus sur les mesures qui doivent être prises. Vous avez suivi le professeur Muyembe, la bouche autorisée, le scientifique de renommée internationale. Il n'existe l'ombre d'aucun doute
le virus est à Kinshasa, mais c'est encore des cas exportés, des cas importés, j'allais dire. Un cas autochtone n'est pas encore identifié et je crois que cela va guider les mesures qui seront prises tout à l'heure par le Conseil des ministres. Mais il faudrait aussi qu'en province, les dispositions soient prises, la formation de personnel soignant. Et cela devra être donc la priorité et pour l'instant du ministère de la Santé. Et à Kinshasa, la lutte doit s'organiser et comme il se doit. Amis téléspectateurs, c'était notre devoir, Radio-Télévision Nationale Congolaise, de vous faire vivre ces moments, vous donner ces informations utiles pour éviter le coronavirus qui menace l'économie mondiale mais qui menace aussi l'humanité tout entière. La République démocratique du Congo apporte sa pierre à l'édifice et le Congolais, où qu'il se trouve, doit participer à cette lutte.